Je suis professeur émérite à l'Université catholique de Louvain, en Belgique. Ma formation de base est celle d'ingénieur. Je me suis occupé d'un laboratoire de micro-ondes, la gamme de fréquences dans laquelle se font la plupart des applications actuelles. Et j'ai travaillé dans ce domaine-là absolument toute ma vie. Je vais en rester avec le point de vue d'un ingénieur. Je laisserai aux médecins le soin de s'exprimer dans les exposés suivants de cette matinée. Ils feront ça beaucoup mieux que moi. Et donc, je vais prendre ici le point de vue d'un électromagnétisme macroéconomique. Je vais définir la bande de fréquences à laquelle nous nous intéressons, et puis nous allons passer en revue un certain nombre de choses. Je voudrais vraiment passer du temps à parler du champ électrique, qui est une des grandeurs et probablement la grandeur la plus facile à mesurer à ces fréquences-là. Je voudrais introduire le concept de thermodynamique. On peut se demander pourquoi. Mais si on désire étudier scientifiquement la possibilité d'avoir des effets biologiques qui soient isothermes, il faut nécessairement introduire la thermodynamique, malheureusement parce que ça n'est pas amusant. Lorsqu'on doit s'occuper à la fois d'électromagnétisme, de biologie et de thermodynamique, ça fait un certain encombrement intellectuel sans aucun doute. Puis je voudrais passer en revue un petit peu les effets autres que thermiques, du moins ceux que l'on connaît avec certitude. Je parle un peu des études épidémiologiques. Je voudrais faire l'historique des recommandations et des normes, parce qu'il y en a une série. La norme à 900 MHz fréquence de la première application GSM, donc le téléphone mobile, l'OMS dit qu'il ne faut pas dépasser 41,2 volts par mètre. La région bruxelloise en Belgique a une norme qui est à 3 volts par mètre, ce qui fait tout de même 14 fois moins en champ électrique, c'est-à-dire 200 fois moins en puissance. Si Bruxelles a décidé cela, c'est effectivement grâce à l'activité, voire l'activisme des populations qui sont arrivées à imposer aux politiques des normes plus basses que les normes de l'Organisation mondiale de la santé. Quelques soucis, et puis je vais terminer par 3 questions que je me permets d'appeler générales et éternelles. Quelques rappels peut-être, en m'excusant auprès de tous ceux qui connaissent ça vraiment très bien, il y en a sûrement ici. La fréquence, c'est le mot simple qui désigne le nombre de fois qu'un phénomène se répète par seconde. Pour nous, du côté des champs électriques, c'est le hertz, ou le kilohertz, ça fait 1000, ou le mégahertz, ça fait 1 million, ou le gigahertz, ça fait 1 milliard, ou le térahertz, ça fait 1 million de milliards. À la fréquence est associée la longueur d'onde, c'est bien connu. Le produit de la fréquence par la longueur d'onde est une constante. Dans le vide, cette constante vaut à peu près 300 000 km par seconde. Dans le vide, parce qu'il faut savoir, et on le sait moins, que cette constante dépend du milieu dans lequel on se trouve. À titre d'exemple, si on est dans le corps humain, cette constante est à peu près 9 fois plus, à 900 MHz. Cette constante est à peu près 9 fois plus petite que les 300 000 km par seconde. Et donc, si la constante est plus petite, la longueur d'onde est à peu près 9 fois plus petite aussi. Disons 10 pour simplifier à ces fréquences-là. Ce qui veut tout de même dire que si on se trouve dans le vide, disons dans l'air sec ambiant, il n'est pas tout à fait sec ici, semble-t-il, à la Martinique, l'air ambiant, mais dans l'air ambiant, s'il est sec, si on a une fréquence à laquelle correspond une longueur d'onde, par exemple, de 3 cm, à cette fréquence-là, l'onde se propageant dans le corps humain correspond à une longueur d'onde de 3 mm, ce qui est tout de même très différent, et ce qui peut donc occasionner dans le corps humain des résonances que l'on n'imaginerait pas fort si on était dans le vide. Cette longueur d'onde varie donc fort. À 50 Hz, ça fait 6000 km. Si vous gardez l'image des études secondaires de la sinusoïde, 6000 km partant de la Martinique, ça fait quand même beaucoup. Par contre, à 900 MHz environ, disons 900 MHz, oui, ça fait 33,3 cm de longueur d'onde.
Ça veut dire qu'on passe de 0 au maximum dans le quart de 33 cm. Et donc, ça peut correspondre, dans le corps humain, c'est encore à peu près 10 fois moins. Et donc, cela peut effectivement correspondre à des résonances. Il est important de savoir et de bien retenir que la longueur d'onde est plus petite dans le corps humain que dans le vide. Ce que j'appelle ici micro-ondes, ce ne sont pas les fours. Les fours micro-ondes travaillent aux fréquences dites micro-ondes. C'est bien connu depuis longtemps. Quand j'étais étudiant dans les années 55, dans le bâtiment d'électricité où je me trouvais, il y avait parfois une odeur de pain frais parce qu'il y avait une équipe qui travaillait à cuire des aliments et notamment du pain par micro-ondes, essayant à ce moment-là résoudre le problème du fait que les chauffages par micro-ondes est un effet de volume, ça cuit de l'intérieur et pas de l'extérieur, et que donc ce pain n'avait pas de croûte, ce qui le rendait peu appétissant. La gamme de fréquences micro-ondes s'étend d'à peu près 100 MHz, qui est le début des émissions de télévision, ainsi que la fréquence modulée, radio, jusqu'à environ 300 GHz. C'est beaucoup, ça. On va parfois plus haut, mais pas dans le domaine technique. Quand on arrive à 300 GHz ou plus haut, ce sont les radioastronomes qui utilisent ces fréquences-là, mais pas encore nous autres. Rassurez-vous, ça viendra. La longueur d'onde correspondant à cela, qui est donc inversement proportionnelle dans le vide, fait de 3 mètres à 1 mm. Il est donc important de remarquer que cette gamme de fréquences micro-ondes a des longueurs d'onde qui sont du même ordre de grandeur que les objets qu'on utilise couramment. Le mètre, le décimètre, le centimètre, le millimètre. Ainsi d'ailleurs que nombre d'éléments du corps humain. Et donc il n'est pas idiot du tout de se poser la question, au fond, lorsqu'on est à travailler à des longueurs d'onde qui sont précisément de cet ordre de grandeur que je viens de décrire, il n'est pas idiot de se demander si ça cause par hasard des effets biologiques spécifiques. Et cela en cause, nous allons passer cela en détail. Cette gamme micro-ondes, elle est là. Ça, c'est l'ensemble des micro-ondes, ça va à peu près de l'endroit que j'indique à l'autre endroit que j'indique. Dans un spectre électromagnétique qui est extrêmement vaste, qui va depuis rien, le continu, disons 50 Hz pour la fréquence industrielle, jusqu'aux fréquences qui sont au-delà du visible, les rayons gamma, les rayons X. Ce qui est en dessous du visible, on a tendance à l'appeler les rayonnements non ionisants. Ce qui est au-delà du visible, ce sont des rayonnements ionisants dans lesquels il s'agit de particules. Le point de vue que j'adopte ici, je l'ai dit, c'est un point de vue macroéconomique. Dans mon exposé ici, il n'existe pas de particules. Il existe un contexte d'ensemble, un champ électromagnétique dans lequel baignent les divers éléments. Ce qu'on peut considérer comme le champ le plus important, c'est le vecteur champ électrique. Quand je dis champ, ce n'est pas un mot magique, c'est un mot qui désigne simplement une distribution spatiale. Si dans cette température, je mesure la température tous les centimètres cubes, en hauteur, en largeur, en longueur, on va obtenir un ensemble de points, c'est le champ de température dans ce local. Il y a une difficulté par rapport au champ électrique, si on le compare au champ de température que je viens de décrire, c'est que la température est un scalaire, elle est décrite par un nombre. Par exemple, 29 degrés centigrades. Le champ, lui, est un vecteur. Il est donc décrit et par une amplitude et par une direction. Et on retombe alors sur le fait que s'il est effectivement, c'est franchement difficile de calculer l'effet d'un champ électrique sur un dispositif électronique ou surtout un organisme vivant, il n'est tout de même pas difficile de se faire une idée intuitive et le bon sens doit dominer quelque part. Intuitivement, l'être humain est cylindrique, disons qu'il est debout. S'il est soumis à un champ électrique vertical dans la direction du corps humain, ou s'il est soumis à un champ électrique transversal, perpendiculaire à la direction du corps humain, on conçoit qu'il peut effectivement y avoir des différences sensibles entre un type d'exposition parallèle et un type d'exposition perpendiculaire. Cela, à propos du corps humain,
mais aussi à propos des éléments dont le corps humain est composé, par exemple les fibres nerveuses. Le champ électrique propose dans un matériau qui n'est pas le vide, dans lequel il existe des dipôles électriques éventuellement, le vecteur polarisation est un vecteur qui mesure l'effet du champ électrique sur le matériau. Par exemple, un matériau vivant. Si un matériau est soumis à un champ électrique, il devient polarisé. Et ça, c'est ce qu'on appelle les propriétés diélectriques du matériau. Il y a déjà eu quelques articles sur le sujet, mais il y en a un que je trouve tout à fait remarquable et qui vient de sortir, quelque chose comme le 12 octobre de cette année-ci, qui met en évidence le fait que les champs produits par l'être humain, dans le genre GSM pour alimenter tablettes et compagnie, que ce champ-là est polarisé d'une manière bien différente des champs naturels. Et que cette différence fondamentale qu'il explicite sur le plan électromagnétique, cette différence fondamentale est probablement une source d'explication pour bien des phénomènes, indiquant que si le champ naturel n'est pas négligeable, le champ produit par l'être humain est d'une nature vraiment très différente du point de vue de la polarisation. La polarisation, c'est donc le fait qu'il, en gros, qu'il se manifeste principalement dans une direction, voire dans un cercle, mais suivant des mécanismes bien définis parce qu'ils ne sont pas naturels et forcés par le générateur. S'ajoute à ça le vecteur qu'on appelle densité de flux de déplacement, le vecteur D, qui est en fait la somme, à une certaine échelle, du champ électrique multiplié par la constante diélectrique qui caractérise le vide, plus la polarisation. Et on est très vite, notamment dans des matériaux biologiques, avec des phénomènes électromagnétiques relativement compliqués, parce que la polarisation induite par le champ électrique n'a pas nécessairement la direction du champ électrique, et ça, ce serait le cas d'un matériau qu'on appelle anisotrope sur le plan électrique. La polarisation peut être retardée, c'est-à-dire se manifester avec un certain retard sur la source, c'est le cas d'un matériau avec perte, et enfin, elle peut aussi ne pas être proportionnelle au champ électrique, il s'agit à ce moment-là d'un matériau non linéaire. Et on y est vite. Je dis, si on veut calculer ce qui se passe notamment sur un matériau biologique sous l'effet d'un champ électrique, on est vite parti avec des raisonnements et des calculs complexes, mais le bon sens doit dominer, il ne faut pas oublier qu'il existe, heureusement. La polarisation peut être due à une variété de mécanismes. Le plus simple, ça ne vous amuse pas fort en tant que médecin, j'imagine, c'est le gaz non polaire. Bof, ça existe, mais c'est pas très pratique parce qu'il n'y en a pas beaucoup chez l'être humain. La catégorie suivante, c'est le gaz polaire. C'est déjà beaucoup plus compliqué. Et quand la densité de la matière augmente, la modélisation est de plus en plus difficile et pour bien des cas, la physique classique défaille. C'est ça qui fait que jadis, on a eu droit à voir arriver la mécanique quantique et d'autres théories du même genre. Les gaz, les solides, les liquides, c'est affreusement difficile à étudier. En particulier l'eau, qui a cette propriété étonnante d'avoir une constante diélectrique de l'ordre de 80, alors que si vous voulez fabriquer techniquement un matériau qui a une constante diélectrique de 80, c'est vraiment extrêmement difficile à faire. L'eau a une constante diélectrique absolument exceptionnelle. Comprendre pourquoi cette constante diélectrique est aussi élevée, ça c'est pas simple. Et donc on en arrive à une description de la permittivité relative, donc c'est le paramètre qui mesure l'effet que le champ électrique imposé a sur une polarisation, par exemple, intérieure au corps humain, et on trouve donc une loi qui est une loi du premier degré dans la première zone ici, c'est la loi de Debye. On a une caractérisation du second degré qui est liée aux ions et une du second degré qui est liée aux électrons. Tout ça depuis une fréquence extrêmement basse,
jusqu'à une fréquence extrêmement élevée. Les micro-ondes nous amènent à peu près là. Donc j'ai dit, c'est encore toujours une constante élevée qui caractérise le matériau à ce moment-là. Et puis ça descend et ça diminue. Dans ce qui nous occupe, et à ces fréquences-là, le champ électrique se propage. Le champ magnétique qui est associé se propage. L'ensemble des deux qui forment un ensemble qui, dans un milieu sain, fait que si on connaît l'un, on peut calculer l'autre. Le champ électromagnétique se propage aussi. Tout ça se propage. Ça veut dire que si, à un moment donné, vous disposez d'un appareil photographique qui visualise l'onde en question, on voit une sinusoïde. Si un peu plus tard, à une échelle de temps qui dépend des mécanismes, on rephotographie l'onde en question, on la voit, mais elle est déplacée. Elle s'est propagée. Si le milieu est sans perte, par exemple le vide, cette sinusoïde ne varie pas d'amplitude. Sauf le fait que comme elle se répand autour d'une source qui serait par exemple ponctuelle, au fur et à mesure qu'elle s'écarte, son amplitude diminue, et lorsqu'on est à l'infini, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, mais dans toutes les directions possibles. Le champ se propage, et en plus, nous disons qu'il est rayonné. Et le mot de rayonnement a une définition mathématique extrêmement précise. Si vous mettez un sèche-cheveux sur la table, en fonctionnement, vous prenez un mesureur de champ électrique, vous vous promenez autour du sèche-cheveux, vous allez trouver des champs qui ne sont pas nuls. Si vous vous écartez, vous allez voir que l'amplitude de ce champ décroît. Et décroît en fait très vite. Et à une petite distance, ce sèche-cheveux, vous ne mesurez plus rien. En fait, ce sèche-cheveux émet des champs qui sont à 50 Hz, la fréquence d'excitation du sèche-cheveux en question. Le champ est dit rayonné, et c'est une définition, lorsque son amplitude varie en 1 sur R. C'est-à-dire lorsque l'amplitude décroît de façon linéaire à partir de la source, ce qui n'est pas le cas du sèche-cheveux dont je parlais. Si nous avons, par exemple, vous prenez un téléphone portable, vous le mettez à 5 cm de la tête à peu près, et vous avez là un certain champ, je vais en reparler plus tard, qui est élevé, qui est donc à proximité, disons, du cerveau. Si, au lieu d'émettre, de causer au téléphone, vous voulez émettre un SMS, un signal, vous le regardez, il est à peu près, disons, à 50 cm de la tête. Alors, le téléphone, si vous parlez, est à 5 cm. Si on veut l'utiliser pour envoyer un message de type SMS, il est à 56 mètres. Il est donc 10 fois plus loin. Autrement dit, le GSM qui émet, dans le cas où vous émettez un SMS, soumet votre cerveau à un champ électrique 10 fois plus faible que lorsque vous le mettez à 5 cm. Il y a des baies de calcul qui servent vraiment très bien là-dedans. La puissance qui est le carré du champ varie donc à 1 sur R carré. Et donc, j'ai dit que le champ entre la main et le cerveau, donc le dispositif tenu dans la main fait un champ 10 fois plus faible que lorsqu'on le tient près du cerveau, et 100 fois plus faible en puissance. Donc le cerveau est soumis pour un SMS à 100 fois moins de puissance que lorsqu'on l'utilise pour téléphoner. Et donc, on fabrique des dispositifs qui sont faits pour rayonner et on appelle ça une antenne. Une antenne, c'est un dispositif qui est fait pour rayonner. C'est un dispositif normalement passif. C'est en fait, si vous voulez, un transformateur qui reçoit un signal qui provient d'une ligne de transmission et qui l'émet dans l'espace, avec un gain d'antenne qui dépend de la conception que l'on veut faire et de l'application que l'on désire appliquer. Voici par exemple les diagrammes de rayonnement typiques d'antennes qui sont conçus pour des stations de base de type GSM, donc le portable classique maintenant. On a en fait dans le plan vertical, c'est ce que vous voyez là à gauche, dans le plan vertical, on a un diagramme de rayonnement qui est extrêmement étroit. En fait, pas très fort vers le sol, l'antenne est suffisamment puissante
pour émettre par exemple à 1 km, et donc au sol il en restera toujours bien assez, et pas non plus dirigé trop vers le haut, parce que c'est de la puissance perdue. Et donc on a un diagramme de rayonnement qui est étroit en hauteur et qui est circulaire. Mais qui, de façon circulaire, n'est pas circulaire de façon totale, parce que ce que vous voyez là, c'est ce qui se passe dans le diagramme horizontal, dans le plan horizontal, pardon. On a une antenne qui regarde dans la direction que j'indique, et en fait, le diagramme de rayonnement de cette antenne diminue petit à petit pour en arriver à être zéro à l'endroit où elle se trouve. Elle n'émet rien par derrière. Ces antennes sont comme ça. C'est toujours la même marque, c'est Kathrein, qui fabrique des antennes pour tous les fabricants et tous les opérateurs du monde, je crois. Et donc, comme on désire avoir un rayonnement qui sert de façon égale tous les utilisateurs dans le plan horizontal, on place toujours 3 antennes. Une deuxième qui est placée là, et une troisième qui est placée ici en dessous. Le gain de rayonnement de ces 3 antennes fait un diagramme qui est à peu près circulaire, et donc tout le monde est servi de la même manière. Ce n'est pas parce qu'il y a 3 antennes que l'utilisateur ou l'individu qui habite quelque part est soumis au champ de 3 antennes. Il est soumis au champ qui est émis dans la direction où il se trouve, et s'il se trouve par exemple dans cette direction-ci, il va avoir un champ qui est toujours à peu près le même. Et s'il se trouve dans cette direction-là, il sera soumis surtout à la deuxième antenne. Il y a un phénomène qu'on connaît depuis une centaine d'années sur le plan technique, c'est bien connu par, disons, les ingénieurs, et en fait, c'est l'effet de peau. Ça s'appelle le skin effect en anglais. L'effet de peau, c'est un mécanisme qui fait que lorsqu'une onde électromagnétique s'introduit dans un matériau, qu'il s'agisse d'un mur de béton, qu'il s'agisse d'une plaque de bois, d'une vitre à une fenêtre ou d'un corps humain, lorsque le champ électrique, l'onde, pénètre à l'intérieur de ce corps humain, s'il y a à l'intérieur de ce matériau, s'il y a des pertes dans le matériau, cette amplitude de champ électrique va diminuer petit à petit parce qu'elle est consommée pour consommer les pertes et donc chauffer le matériau en question. Ça, c'est le mécanisme de chauffage que l'on connaît bien. C'est le seul qu'on connaît très bien d'ailleurs dans ce domaine-là. Et donc, en fait, l'amplitude de l'onde à l'intérieur du corps humain ou de n'importe quel autre matériau décroît. Et elle décroît aux fréquences qui nous intéressent, c'est-à-dire les micro-ondes, par exemple 900 MHz, elle décroît assez vite, en ce sens que sur une distance d'à peu près 4 cm et demi, disons 5 cm, la densité de puissance 5 cm à l'intérieur du corps humain ne vaut plus que 1% de ce qu'elle vaut sur la surface du corps humain. Et plus loin, elle vaut encore moins. Le résultat est donc qu'à ces fréquences-là, nos organes internes sont blindés par la couche extérieure du corps humain, d'une épaisseur d'environ 5 cm, et ne sont donc pas soumis du tout à des champs électromagnétiques externes. Donc il ne faut pas faire d'erreur. Le cœur, les reins ne sont pas soumis en direct à une densité de puissance importante. Ce qui ne veut pas dire qu'ils sont soumis à rien du tout, parce qu'ils peuvent l'être par des mécanismes internes au corps humain qui sont causés par les millions de senseurs que nous avons à la surface de la peau, par exemple, qui créent alors des choses internes. Je peux vous montrer, voilà ce que ça donne. Si nous considérons la fréquence, en fait, c'est probablement difficile à lire les chiffres. Ceci, 1, c'est une échelle relative, donc ça, c'est la densité de puissance à la surface de la peau qui se trouve là. Ici, ce sont des centimètres, nous sommes ici 10 centimètres à l'intérieur du corps humain, et si je regarde ici à 5 centimètres, la fréquence de 915, la densité de puissance diminue de façon à ce qu'à 15 cm, il ne reste plus qu'environ 1%, et plus loin, il en reste encore moins. C'est une chose importante pour ne pas faire d'erreur de raisonnement.
il est important de savoir que nous avons, à ces fréquences-là, le corps humain est blindé d'une manière qui est plus efficace pour les adultes que pour les enfants d'ailleurs. Tout ça, c'est le bon sens dont je parlais au début, parce que les constituants du corps d'enfant sont à peu près les mêmes que ceux d'adultes. Donc, ce qu'on appelle la profondeur de peau qui caractérise les 5 cm en question, ça fait à peu près 5 cm chez l'enfant aussi. Mais si vous prenez un adulte avec un torse, disons, de 40 cm, 5 cm de blindage de chaque côté, il en reste 30 qui sont blindés. Si vous prenez un torse d'enfant de 20 cm, avec 5 cm de chaque côté, il n'en reste que 10 qui sont blindés. Et donc, les organes, la proportion d'organes internes protégés chez l'enfant est moins importante que chez l'adulte. Il faudrait en tenir compte. Alors, on peut se demander est-ce que les effets biologiques sont donc nécessairement plus importants ou plus significatifs dans la gamme de fréquences micro-ondes plutôt qu'en basse fréquence ou en très basse fréquence. C'est pas nécessairement vrai, parce qu'en fait, une chose qui est peu connue aussi, c'est que la constante diélectrique d'un matériau vivant à 50 Hz fait à peu près 1 million. Parce qu'il est vivant. Il y a des théories assez puissantes qui démontrent ça. Parce qu'il est vivant, la constante diélectrique est extrêmement élevée. Si ce tissu humain meurt, sa constante diélectrique retombe à quelques unités, comme pour un matériau inerte. Mais donc, à très basse fréquence, par exemple 50 Hz, on peut effectivement avoir des effets qui sont extrêmement importants sur des organismes vivants, parce que cette constante diélectrique-là, vous voyez, on est ici à l'ordre d'à peu près 1 million. Ce qui est beaucoup. J'ai dit que l'eau a une constante diélectrique de 80. Sur le plan naturel, c'est la valeur la plus élevée qu'on puisse faire. On fabrique des dispositifs techniques, des matériaux qui ont des constantes diélectriques de 20, 40, 50. Pour qu'il y ait une constante diélectrique aussi élevée qu'1 million, il faut que l'organisme soit vivant. Je passe à un deuxième sujet, qui est celui de la thermodynamique. Pourquoi diable s'occuper de thermodynamique? J'ai dit un petit peu. En fait, la thermodynamique nous permet de distinguer entre des phénomènes qui peuvent être réversibles et des phénomènes qui peuvent être irréversibles. Et du point de vue des effets biologiques, en micro-ondes, on en connaît une grande masse. La question préoccupante n'est pas celle de savoir s'il y a des effets biologiques, elle est de savoir si parmi ces effets, il y a des effets pathogènes. Et savoir s'il y a des effets pathogènes, on se demande un critère en tout cas, c'est de se demander, s'agit-il de phénomènes réversibles ou de phénomènes irréversibles? Le phénomène irréversible a dû évidemment plus de préoccupations que le phénomène réversible. Si on s'occupe de la thermodynamique, c'est aussi parce que, en thermodynamique, la température est un paramètre. Elle dépend de l'électromagnétisme. En électromagnétisme, les paramètres, ce sont les champs que l'on impose, qui sont les sources. Et puis, s'il y a des pertes, il y a échauffement, et la température varie, mais c'est une conséquence. On ne peut pas maintenir la température constante en faisant uniquement de l'électromagnétisme. La thermodynamique, elle le peut. Elle peut maintenir une température constante parce qu'il y a les 4 paramètres qui sont le volume, la pression, la température et l'entropie. Avec des systèmes qui alors doivent être considérés selon qu'ils sont isolés, c'est-à-dire n'échangent rien avec leur environnement, ou ce qu'on appelle fermés, c'est-à-dire qu'ils peuvent échanger de l'énergie avec l'environnement, ou ouverts, ils peuvent échanger non seulement de l'énergie, mais aussi de la masse. On est vite avec une richesse de description qui est considérable. Avec une différence fondamentale, qui est qu'il y a donc des matériaux dits simples, dans lesquels il n'y a pas de dispersion, et la dispersion, c'est le mot dans notre jargon qu'on donne au fait que les caractéristiques électriques ne varient pas avec la fréquence. Si les caractéristiques varient avec la fréquence,
il y a dispersion. Il faut bien dire que tous les matériaux ont des caractéristiques qui varient avec la fréquence, mais il existe des bandes de fréquences dans lesquelles ça varie peu, et donc là on considère à peu près qu'il n'y a pas de dispersion, ce qui est beaucoup plus simple à évaluer. On utilise des grandeurs qui caractérisent, qui essayent de caractériser le plus précisément possible les sources dont on dispose. Et en pratique, du côté médical, il y a grosso modo 3 gammes de fréquences qui sont d'intérêt. La première, c'est les très basses fréquences, en dessous de 100 kHz, on parle surtout de densité de courant. On a alors une gamme aux environs du mégahertz il y a des applications médicales, et là, ce sont des courants induits. Et enfin, en micro-ondes, comme je l'ai dit, aux environs de 900 MHz et au-delà, toutes les applications de type GSM et autres, on parle essentiellement de densité de puissance. Avec, en dosimétrie, une grandeur caractéristique qu'on appelle le TAS, le taux d'absorption spécifique, qui sont des watts par kilo. En anglais, c'est le SAR, Specific Absorption Rate, et le TAS, watts par kilo, ce sont des watts de puissance absorbée par kilo de matière absorbante. Les kilos de matière absorbante, ça veut donc dire que pour calculer le TAS, on ne divise pas la puissance à laquelle est soumise un corps humain par son poids. Par exemple, 65 kilos. On le divise par le poids de la matière absorbante, c'est-à-dire les 5 cm dont j'ai parlé, pas plus. Ça fait un facteur qui est compris facilement entre 5 et 10. Et le TAS qui est mis là sous la forme du SAR, on donne souvent une expression simple, c'est en fait plus compliqué, un peu plus compliqué que ça, je ne veux vraiment pas rentrer dans les détails, parce qu'en fait c'est incrémental. Si on vous dit quel taux est applicable à telle configuration pour un individu soumis à tel champ électrique, c'est pas toujours facile de répondre, parce que la question est de savoir de quoi parle-t-on. Est-ce qu'on parle du TAS, du taux d'absorption spécifique, par exemple près de l'oreille et le cerveau? Est-ce qu'on parle du TAS pour tout le corps humain? Il faut le préciser d'abord. Et donc maintenant, en Belgique en tout cas, il y a l'obligation de préciser sur les boîtiers dans lesquels se trouvent les dispositifs qu'on achète quel est le taux d'absorption spécifique. On appelle parfois le DAS, débit d'absorption spécifique. Mais je trouve que ce n'est pas du tout assez parce qu'on ne précise pas dans quelles conditions il s'agit. En particulier, vous le mesurez par centimètre cube de matière ou pour 10 centimètres cubes de matière. Ça peut conduire à nouveau à une différence de plusieurs unités entre l'un et l'autre. Et donc à un manque de rigueur dans l'expression. Des mesures thermiques, on en fait depuis longtemps, des calorimétries, de thermométrie, de thermographique. On utilise le TAS, je viens de le dire. Et en fait, on peut calculer, relier le taux d'absorption local, défini comme je l'ai fait de manière incrémentale et du point de vue de la petite quantité d'énergie qu'on ajoute, et du point de vue de la petite quantité de masse qu'on ajoute en allant voir un petit peu plus loin. Mais il y a donc un lien qui se fait entre l'élévation de température et le TAS. Et en particulier, durant la période initiale d'exposition, et pour autant que tout soit encore linéaire, on a une relation simple qui permet de calculer le taux d'absorption spécifique en calculant l'élévation de température. Ça a l'air simple. Dans un corps humain, ça n'est pas du tout. Parce qu'on parle d'augmentation de température à quel endroit? Nous vivons dans des pays civilisés et donc on ne pratique pas de mesures très invasives pour faire ça. On ne mesure pas la température d'1 centimètre à l'intérieur du visage ou du crâne ou du corps humain. Donc, ça a l'air clair, c'est extrêmement ambigu. Une partie de mon exposé ici, c'est dire qu'il faut quand même faire attention quand on croit qu'on a un concept simple, comme celui-là. Pour calculer le TAS, je dois simplement mesurer la variation de température. Mesurer ça dans un corps humain vivant, c'est pas un cadeau. Donc on ne fait pas ça.
on fait quelque chose d'approximatif, ou on le fait sur des fantômes, et éventuellement on ne le dit pas. Je veux dire qu'il y a moyen de tromper le public de 36 manières quand on parle de ce genre de choses. C'est un des points pour lesquels il me semble que l'électromagnétisme fondamental, excusez-moi, celui de l'ingénieur, est nécessaire pour rappeler, c'est très beau, mais ça n'est pas pratique. Il y a de nombreux effets thermiques, évidemment, qui ont été observés, juste en citer quelques-uns. On a des dommages oculaires ont été mesurés de façon fréquente à des niveaux de puissance à des niveaux de puissance élevés quand même. Des malformations à des niveaux de puissance plus élevés. Mais on a constaté, il y a une série d'études, nous en avons produit quelques-unes, qui sont le fait qu'on mesure des différences de comportement, notamment en ce qui concerne les fonctions cognitives, sur des rats exposés. À titre d'exemple, il y a eu des études qui ont montré un apprentissage retardé dans les tentatives d'obtention de nourriture chez des rats exposés par rapport à des rats non exposés. Nous avons fait, ça a produit une thèse et des publications, une analyse de rats exposés, 4 groupes de 32, exposés pendant 21 mois, ça fait quand même pas loin de 2 ans, 3 personnes à temps plein pour faire le boulot, parce que les exposer 2 heures par jour, plus les nourrir et les entretenir. Et on arrive donc nous avons mesuré, après 15 mois d'exposition de ce type-là, et donc en dehors de toute exposition, ils ont été exposés pendant 15 mois, 2 heures par jour, on a constaté qu'il y avait une perte de mémoire chez les rats. En ce sens que on a pris tous les rats non exposés, et tous ont manifesté le même comportement, et on a fait l'expérience 5 fois sur chacun de ces rats, et tous les résultats ont toujours été concordants. De même, après des rats étaient exposés 15 mois, on les a pris tous l'un après l'autre, on a fait l'expérience, tous les résultats étaient identiques, on l'a fait 5 fois sur chaque rat, et là aussi tout était identique. C'est donc même pas un résultat statistique. Et ce qu'on a constaté, c'est que, plaçant un rat non exposé, donc, mais qui a été exposé 2 heures par jour pendant 15 mois avant, on le place dans une cage dans laquelle se trouvent deux objets identiques. Alors le rat tourne autour de l'un, il tourne autour de l'autre, puis il va jouer dans les coins. On l'enlève, et 15 minutes plus tard, on le remet. Un rat non exposé. On le remet, mais on a changé un objet par un autre. Un rat non exposé va au premier, mais il le connaît, il n'y reste guère. Il va à l'autre, il le reconnaît, fait des tours, et puis il va jouer. Les rats exposés, je répète, il y en avait 32, on a fait 5 fois l'expérience pour chacun des rats. On les place chacun à leur tour dans cette cage, face à 2 objets identiques, tournent autour de l'un, tournent autour de l'autre. On les enlève, 15 minutes après on les remet, après avoir remplacé un objet par un autre. Les rats exposés, tous, passent autant de temps à reconnaître à nouveau l'objet qu'ils connaissaient par rapport à celui qu'ils ne connaissaient pas encore. Autrement dit, les rats exposés 15 mois dans ces conditions-là avaient perdu mémoire des objets qu'ils connaissaient. Ceci décrit simplement ce que je viens de dire. On a constaté une chose que je trouve très intéressante, ce serait intéressant que des milieux médicaux creusent ça, c'est l'influence de médicaments. Par exemple, sur des singes. On a des singes cornés soumis à un faisceau de champ micro-ondes avec un SAR, un TAS, donc à 2,6 watts par kilo, et une fréquence de 2,45 GHz, qui est la fréquence des fours de cuisine. On observe un certain état dommageable, un effet dommageable. On reprend des singes de la même famille, on leur place une pommade opiacée sur la cornée, et on recommence l'expérience et on trouve le même résultat. Mais on trouve le même résultat à une puissance 10 fois plus faible, ce qui est tout à fait surprenant. Surprenant parce que donc on obtient un résultat à une certaine puissance, mais on obtient le même résultat à une puissance 10 fois plus faible en présence d'un médicament qui est un opioïde. Vous connaissez ça mieux que moi. Je ne fais que répéter ce que j'ai lu dans ce domaine-là.
Et en fait, c'est très curieux parce que on peut donc se dire que si quelqu'un arrive chez un médecin et lui dit « Docteur, je ne vais pas bien. Je ne dors pas bien, je me sens stressé, etc., etc. Et je suis sûr que c'est à cause des antennes qu'on vient d'installer dans mon voisinage. On en met dans tous les coins, on ne fait pas ça attention, je sens que ça me fait du tort. » Alors le médecin lui demande « Vous dormez bien? Non, vous semblez stressé, oui. » Et le médecin lui donne par exemple un médicament, je simplifie, du genre anti-stress. Certains de ces médicaments contiennent des produits opiacés tels que ceux que je viens d'écrire. Si il apparaît qu'un patient reçoit un médicament qui, en vue de réduire le stress qu'il ressent, accentue sa sensibilité au champ électromagnétique, on est vraiment en train de tourner à l'envers, évidemment. Et cela me paraît possible. J'ai l'impression que, pour le moment, effectivement, certains traitements médicaux peuvent aller à l'encontre du but recherché. Nous avons fait aussi des expériences sur lapins, d'ailleurs. Je vais un petit peu passer ça. La barrière hémato-encéphalique, à nouveau, vous connaissez ça mieux que moi. Mais il y a eu, en 2001 déjà, Lynn, bien connu dans ce domaine-là, qui faisait un article de synthèse sur 30 investigations sur animal, 30 études dont la moitié montraient une perméabilité accrue, à peu près en nombre égal avec celle qui ne montre pas. C'est quand même beaucoup. Évidemment, ça aurait des avantages. Je prends ça d'un point de vue technique. C'est que comme la barrière hémato-encéphalographique empêche le passage de certains médicaments du sang vers le cerveau en cas de traitement éventuel, par exemple d'un cancer cerveau, le fait d'être capable d'ouvrir la barrière hémato-encéphalique avec des micro-ondes permettrait le passage de certains constituants. Il y a évidemment d'autres effets, c'est mon troisième point, des effets que les opérateurs ont tendance à récuser, en disant c'est pas vraiment prouvé, un tel dit ça, mais un autre dit ça, etc. On connaît un peu la façon dont on s'exprime dans ce domaine-là. Mais il faut bien se rendre compte que ce qui affecte l'organisme vivant, disons le corps humain, c'est plusieurs choses. J'ai parlé tantôt de dosimétrie. En fait, il y a eu un article célèbre qui a été publié en 1975 dans une revue de l'IEEE, la revue Micro-ondes. C'est Om Gandhi qui a écrit ça, duquel il tirait des espèces de constatations, disons, de bon sens après des calculs un peu compliqués, et que, par exemple, un concept important qu'il faut vraiment retenir, c'est que tant qu'on reste dans des limites raisonnables, si on applique que ce qui compte, c'est le produit du niveau de l'exposition avec la durée de celle-ci, et que donc si on applique une exposition 2 fois plus élevée pendant un temps 2 fois plus court, le résultat est probablement à peu près le même. Il faut être raisonnable parce que si on applique une exposition 100 000 fois plus élevée en un temps 100 000 fois plus court, là, ça n'a plus rien de commun avec les statistiques usuelles. Mais donc, en fait, on en arrive à devoir tenir compte et du produit de l'exposition et de sa durée. C'est ce qui fait, par exemple, qu'on peut, me semble-t-il, ne guère s'inquiéter à propos d'un four micro-ondes de cuisine, parce que d'abord, on ne reste pas tout le temps devant la porte, qui de toute évidence a des fuites, mais en plus, on n'y reste pas très longtemps non plus, à moins d'être peut-être un cuisinier. Mais sinon, vous ne passez pas plusieurs fois 10 minutes devant un four micro-ondes durant la journée. Donc là, la durée d'exposition est brève dans ce cas-là, et cela réduit, je pense, la préoccupation que l'on doit avoir à l'égard de ces mouvements. La forme d'onde, c'est-à-dire le fait que ce soit pulsé, le fait que ce soit une onde sinusoïdale bien gentille, peut affecter la polarisation, c'est-à-dire le fait qu'elle soit linéaire, ou au contraire que ce soit un champ électrique qui tourne dans l'espace en arrivant, ça produit des effets différents aussi. Il y a là des composantes, mon message ici, c'est qu'il y a des composantes techniques en assez grand nombre qui peuvent affecter le type de jugement qu'on peut avoir quant à l'effet
d'une certaine exposition à l'égard, plutôt qu'à l'égard d'une autre exposition. Ce qui est tout à fait curieux, c'est qu'on découvre alors, à ma connaissance, il n'y a pas d'explication, et des fenêtres de fréquence et des fenêtres de puissance. C'est-à-dire que soumettant des rats à une exposition d'un certain type, on constate un certain effet jusqu'à une certaine fréquence. Et puis, on augmente la fréquence, plus rien. Et puis, on recommence toujours la même exposition à une fréquence encore plus élevée et on retrouve un effet. Il y a là une fenêtre de fréquence qui est curieuse. Il y a aussi une fenêtre des fenêtres de puissance, et ça, me semble-t-il, c'est encore plus curieux. On applique une exposition d'un certain type, on augmente la puissance, l'effet se maintient, et puis tout à coup, à un certain niveau de puissance, l'effet disparaît. On continue à augmenter la fréquence, il n'y a pas d'effet. La puissance, pardon. On augmente la puissance, et puis à nouveau, il y a un effet qui se manifeste. Ça, ce sont les fenêtres de fréquence, les fenêtres de puissance. Je trouve que c'est très curieux. Il y a évidemment tout ce qui est autour de l'hypersensibilité, mais ça, je vais laisser à Dominique Bellepomme. Deux effets, me semble-t-il, deux effets que je connais, sont tout à fait caractéristiques d'un effet qui soit non thermique. L'un, c'est sur des cœurs de fœtus de poulet, une expérience qui a été faite en Sicile, il y a déjà une quinzaine, 91, soumis à une espèce de train d'onde genre radar, puis rien, puis de nouveau un train d'onde genre radar, et où le train d'onde se rapproche. À un moment donné, cette excitation synchronise le cœur de l'embryon de poulet, et le cœur se met à battre de plus en plus jusqu'au moment où il se décroche. Je ne vois pas d'explication possible du côté thermique en ce qui concerne cela. Il s'agit d'un accrochage d'un oscillateur, le cœur, sur un autre oscillateur extérieur, et j'ai l'impression que là, c'est vraiment un phénomène de phase qui joue. Deuxième mécanisme non thermique qui me paraît tout à fait convaincant, ce sont des expériences qu'on a faites d'abord en Union soviétique et puis en Russie, et où on se retrouve avec quelque chose de tout à fait étonnant. En fait, la manip, c'est, on a une interface, R-O par exemple. Il en faut aussi alors R, corps humain. On arrive avec une fréquence extrêmement élevée de dizaines de gigahertz. Il y a donc une onde qui se réfléchit sur l'interface. Et en plus, on découvre que dans un plan qui n'est pas le plan d'incidence et qui est donc dû à un mécanisme qui se produit à l'interface, il y a des émissions à des fréquences à peu près 1000 fois plus basses que la fréquence en question et qui est une mesure d'un effet qu'ils expliquent principalement par de la thermodynamique, c'est l'effet Saratov. Donc en fait, ce que vous voyez là, c'est ce que je décris, la fréquence 48 GHz jusqu'à 120 GHz sur une interface RO et sur une interface R tissu humain. Et on constate qu'il y a donc des productions de fréquences. Cette production-là, c'est 1 GHz, alors que la fréquence dans le plan d'incidence est de 50. C'est très curieux. Je trouve que l'explication qu'en donne notamment Choukova, qui a écrit là, à ce sujet, ne sont pas très convaincantes, mais le fait expérimental est là. Et donc on se trouve ici, me semble-t-il aussi, avec des mécanismes électromagnétiques qui ne peuvent pas être expliqués par un effet thermique. Les études épidémiologiques, on pourrait dire, bon, on va trouver une réponse là, pour savoir s'il y a des effets ou pas. Pas vraiment, parce que s'il y en a une qui produit des effets négatifs, la suivante produit des effets positifs. Il y a Interphone qui est quand même discutable, on peut y revenir si vous le souhaitez. On a une étude danoise qui est vraiment un cas d'école. Sortie en 2011, c'est leur deuxième mise à jour, ils ont commencé ça vers 1995.
Deuxième mise à jour. C'est une étude qui conclut qu'il n'y a donc pas d'effet sur l'usager quant à l'usage important de signaux du type GSM et compagnie, en faisant une chose tout à fait extraordinaire. Ils n'ont pas tenu compte des utilisateurs pour lesquels leur société avait payé le GSM elle-même. Ils n'en ont pas tenu compte parce qu'ils ont dit qu'ils n'avaient pas l'adresse de l'individu, soit. Mais alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, ils sont honnêtes, c'est écrit dans l'article, mais il faut le lire. Ils sont tout à fait honnêtes en disant que ces gens-là, c'est-à-dire 200 000 sur environ 600 000, ont été mis dans le groupe témoin. Ça, c'est extraordinaire. Donc, vous mettez dans un groupe de contrôle ceux qui possèdent un GSM, payés par leur société, qui peut-être bien l'utilisent beaucoup plus que les autres, et non, puisque c'est payé par la société. Ah ben ça, c'est gentil. Vous avez constaté, remarqué ma souffrance. Merci beaucoup, excusez-moi. Mais donc, on en est, le jour où c'est sorti, j'ai eu des journalistes qui m'ont téléphoné en disant « Vous avez vu ça, c'est quand même extraordinaire, donc il n'y a pas d'effet. » Alors j'ai dit « On peut d'abord lire l'article. » Mais donc ça, c'est le cas extraordinaire. Je n'avais jamais vu ça. L'étude Interphone, ben, on va peut-être en reparler. Il y a quand même une série de choses. La littérature scientifique, en plus de ce qu'on va trouver là-dedans, ben, elle est devenue impossible à lire. On peut faire des méta-analyses, et il y en a quelques-unes qui sont faites. Mais j'ai ici un site, c'est déjà un peu ancien. Il y a quelque chose comme 1500 titres, rien que sur les effets biologiques micro-ondes de la gamme de fréquences en question. En ce qui concerne les rats, vous trouvez 87 titres. Ça, c'est encore lisible, mais ça fait quand même beaucoup. Alors, l'historique des recommandations, et je vais bientôt terminer, c'est que il me semble que la difficulté principale provient de ce qu'il y a eu une ambiguïté dès le début entre l'Organisation mondiale de la santé et l'ICNIRP. J'appelle ça une ambiguïté ou une tromperie. Je crois que vraiment, là, il faut savoir de quoi on parle. L'Organisation mondiale de la santé a sorti en 1993 un bouquin, un petit livre rouge, en fait, dans lequel il est dit à la page 21 ce qui est écrit là, dans des environnements thermiques normaux. Donc, c'est pas dans un frigo, pas dans un four non plus, normal, aéré. Un SAR de 1,4 watts par kilo pendant 30 minutes produit une augmentation moyenne de température de moins d'1 degré centigrade pour des adultes en bonne santé. Ça, personnellement, ça ne fait aucun problème. On applique quelque chose pendant 30 minutes et puis c'est fini. Ça fait moins d'1 degré d'élévation de température, ça correspond à des mesures que nous avons faites, et c'est un SAR de 1,4 watts par kilo. Ce qu'on constate alors, c'est que l'ICNIRP en 1998 a repris ce texte, mais l'a soigneusement modifié, parce qu'il n'est plus question de 30 minutes dans l'ICNIRP. Il ne nous dit rien. En fait, l'interprétation qu'on en a fait, c'est 24 heures sur 24, qui est quand même différent, et de plus, il n'est plus question d'adultes en bonne santé non plus. Une partie de la population, quand même, est constituée d'autres personnes que des adultes en bonne santé. Et donc, on est arrivé à ce moment-là, il y a un tour de passe-passe qui fait que une expression d'une recommandation de l'OMS qui me paraît raisonnable est tout à coup transformée en disant ben, c'est pas 30 minutes, c'est 24 heures sur 24 et c'est tout être humain. Ceci, c'est pour vous donner à titre indicatif la façon dont ces recommandations varient en fonction de la fréquence dans la gamme des micro-ondes. On a toujours un plateau horizontal sur 400 MHz et on a toujours un plateau horizontal à partir de 2 GHz. Entre les deux, il y a une variation linéaire en densité de puissance. À ma connaissance, on n'a jamais contesté la forme de ce gabarit. La seule chose qu'on a contestée, c'est son niveau. Ceci, c'est pour Bruxelles, j'en parlais tout à l'heure, 3 volts par mètre. L'OMS est à
41,2 volts par mètre. Mais la forme de ce gabarit en micron, elle est toujours comme ça, et à ma connaissance, personne ne l'a jamais contesté. La protection d'enfants moins bonne, j'en ai déjà parlé. Il est utile de garder en mémoire l'importance relative des expositions. L'exposition la plus forte, c'est un téléphone portable de type GSM à proximité de la tête. Quand on téléphone, c'est de 50 à 100 volts par mètre. Puis il y a les stations DECT, téléphone intérieur, mobile intérieur, qui émet en permanence aussi, sauf les modèles plus récents, des niveaux extrêmement importants, mais même quand vous ne l'employez pas, ce qui est extraordinaire, avec un babyphone qui est du même type, qui émet aussi même quand on ne l'emploie pas, une ambiance qui varie très forte, et le Wi-Fi dont on fait beaucoup de cas, dont me semble-t-il, il n'y a peut-être pas lieu de se préoccuper trop, parce que le Wi-Fi est une bande qui n'émet pas en permanence, elle n'émet que si on la sollicite. Et ça, ça fait partie de l'exposition dont je parlais. Le type de signaux, je passe, on peut se dire vers où va-t-on? Eh bien, on sait à peu près, ça c'est un collègue qui a fait le calcul. Si vous regardez le tableau de chiffres là, je vais vous citer, c'est la demande en kilobits par seconde. Donc c'est la quantité d'informations demandées par seconde. En 2005, nous, vous, tout le monde, on en demandait en Europe continentale 461. 5 années plus tard, 2010, 4006. Prévu pour 2015, 46 000. Prévu pour 2020, 471 000. Prévu pour 2025, 4 700 000. Autrement dit, c'est multiplier la demande que nous faisons, la population fait, est multipliée par 10 tous les 5 ans. Ça pourrait s'arranger, mais la population n'en bénéficie pas. Elle ne bénéficie pas du fait que l'amélioration de la technologie permettrait, si aujourd'hui on appliquait des systèmes de type 4G, quatrième génération, à la simple téléphonie mobile élémentaire, le fait de pouvoir atteindre quelqu'un quelque part, on pourrait réduire la puissance nécessaire par un facteur 25. Mais ce n'est pas fait. Ça, c'est pour des questions d'argent, parce que le dispositif est amorti, ça se vend en liquide et on ne fait plus de frais d'investissement pour ça. L'opérateur, en fait, n'est pas intéressé par un individu comme moi qui a un téléphone mobile à peu près pour ne pas s'en servir, sauf en cas d'urgence. Et alors, je termine avec 3 questions. On parle beaucoup des avis d'experts, et c'est un mot très ambigu. Je trouve qu'il est utile de se rappeler qu'un scientifique et un expert n'accomplissent pas du tout le même travail. On interviewe un scientifique, et alors on lui demande de jouer le rôle d'expert, que ce soit au tribunal ou ailleurs, les journalistes par exemple. Mais donc, en fait, l'énoncé scientifique est alors utilisé dans une décision qui est hors du domaine scientifique. Et il devient une expertise. Et le mot expert est donc ambigu parce qu'il me semble qu'il caractérise d'une part quelque chose qui est éminemment respectable. Ce sont des gens qui ont fait du boulot sérieux, intéressant, que d'autres trouvent important et dont on dit qu'il a acquis de l'expertise dans ce domaine. Mais quand l'expert est celui qui met le mot expert sur une carte de visite parce qu'il a été désigné par un exécutif, c'est bien différent et en général il s'exprime en dehors du contexte scientifique. À titre indicatif, le CNIR Europe, vous avez là la liste. Il y a une douzaine de personnes, 14. Vous avez la liste de ceux en quoi ils sont supposés être compétents. C'est évidemment impensable. Le secrétaire général de ce groupe, alors, nous a dit un jour à l'Académie, où il faisait un exposé dont on n'était pas très content, il nous a dit, oui, mais vous savez, ils font appel à d'autres gens. On a dit, qui? Ça, c'est inconnu, évidemment. C'est un genre de système dans lequel ce type de fonctionnement fait qu'il y a des personnes connues qui ne sont évidemment pas compétentes pour l'ensemble de ces choses-là et qui donc font appel à d'autres personnes. Deuxième, et j'arrive au bout, il y a la gestion du risque. Quand on a repéré des risques, il faut encore alors les gérer. Ça, c'est très difficile.
évaluer, le gérer. Par la prévention, il y a des choses qu'on accepte, il y a des choses qu'il faut réduire. Et enfin, la définition des enjeux. Une grosse difficulté, c'est, on en a parlé un peu hier, mais en ce qui concerne l'électromagnétisme aussi, et les effets notamment des champs de micro-ondes, c'est l'effet à très long terme d'un niveau d'exposition, somme toute, relativement faible. On arrive chez le médecin, on dit, est-ce que je risque une maladie sérieuse dans 25 ans? Le médecin ne peut pas répondre à ça. Ni pour les champs électromagnétiques, ni pour l'air, ni pour l'eau d'ailleurs. Et donc voilà, j'arrive au bout. Merci beaucoup. Voilà, c'est très bien.